Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse du dimanche de TV Liberté, en ce dimanche 6 janvier, Épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ. Trois intervenants dans cette émission. Tout d'abord, Philippe Maxence, directeur de l'Homme Nouveau, à propos du récent décès le 10 décembre dernier de Robert Spemann, philosophe et théologien allemand. Ensuite, nous accueillerons Bruno de Saint-Jamas, président d'Ictus, qui présentera les nouveaux programmes de formation, les nouveaux parcours Socrate et Jean Housset. Et enfin, Mère Catherine de Sienne, religieuse enseignante de la congrégation dominicaine du Saint-Nom de Jésus, à propos d'un manuel d'initiation à l'informatique destiné aux élèves et aux parents, surtout des classes primaires. Bonjour Philippe Maxence. Bonjour Jean-Pierre Mogendre. Merci de nous rejoindre. Vous venez nous parler de la personnalité de Robert Spemann qui est décédé donc le 10 décembre dernier à l'âge de 91 ans et à la personnalité de qui l'Homme Nouveau avait consacré un numéro le 25 septembre 2010. Alors pour nos téléspectateurs qui ne le sauraient peut-être pas, c'est possible, qui est Robert Spemann et pouvez-vous nous donner quelques éléments biographiques de son existence? Oui, je vais être assez rapide parce qu'effectivement, Robert Spemann est peu connu en France, même si quelques livres de lui ont été publiés. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un philosophe, c'est principalement un moraliste dans cette partie donc, de la philosophie qui s'intéresse aux actes humains. C'est un Allemand qui est issu d'une famille un peu particulière. Très particulière. Puisque son père, d'abord proche de l'extrême gauche, était un homme qui travaillait dans le monde artistique, ainsi que sa mère qui était danseuse. Et quand celle-ci est tombée malade, les deux parents se sont mis à réfléchir un peu sur leur destinée. Ils se sont convertis au catholicisme. Et quand la maman est décédée, a rendu son âme à Dieu, le papa a entrepris des études, il est rentré au séminaire et est devenu prêtre catholique. Et c'est dans cette atmosphère de passage du monde athée au catholicisme militant que le jeune Robert Spemann a grandi. Et il a également grandi dans un autre univers, lui complètement athée et profondément violent, qui est celui du nazisme, puisqu'il est né en 1927. Il est du même âge que Benoît XVI, qui est un de ses amis, avec lequel il a pas mal travaillé, ils ont pas mal échangé tous les deux. Et donc il a été il a été jeune adolescent au cœur du nazisme. Alors pouvez-vous nous rappeler, parce que c'est quand même assez original, à quel âge il a lorsque son père est ordonné, et ensuite quel regard porte-t-il sur Il a 15 ans. Merci de me le rappeler. Parce que... non, ça m'a frappé d'avoir son père ordonné prêtre quand on a 15 ans. Effectivement, c'est quand je ne suis pas sûr que maintenant ça serait tout à fait possible, mais très original. Elle est très originale. Et surtout, il a été ordonné ce père par Van Galen, qui en sera 1942, qui sera cardinal à la fin de la guerre. Pie XII le créera cardinal pour le remercier du combat qu'il a mené, que cet évêque de Münster a mené contre le nazisme. Alors justement, quel regard porte Robert Spemann sur le nazisme? Et ça, c'est très étonnant, parce que c'est aussi un peu à l'origine de sa découverte de la philosophie, c'est-à-dire il est excessivement choqué par les persécutions contre les Juifs, et il n'hésite pas, en tant que jeune élève, par exemple, à aller voir un de ses professeurs qui vient de faire un cours sur l'influence des Juifs pendant les années 20, et le jeune Spemann dit à ce professeur: écoutez, vous avez certainement raison dans tout ce que vous venez de dire. Donc il reconnaît l'autorité du professeur, mais est-ce que vous savez ce qui se passe actuellement? Et le professeur ne veut pas l'entendre et le renvoie, parce que Spemann lui, si vous ne savez pas ce qui se passe, moi je vais vous l'expliquer en revanche. Et donc là, il se fait renvoyer par ce professeur, et Spemann note dans ses souvenirs que en fait, il remercie ce professeur qui ne l'a pas dénoncé. Parce qu'il aurait pu effectivement être dénoncé. De la même façon, il écrira à un moment sur un tableau un slogan contre Hitler, et le directeur de l'école, pour ne pas laisser de traces, pour qu'il n'y ait pas d'enquête, effacera tout de suite le slogan, parce que de toute façon, il lui-même était un anti-nazi, et surtout pour que l'auteur de ce slogan ne soit pas pourchassé. Et Spemann refusera
le service militaire, donc il va vivre dans la clandestinité jusqu'à la fin de la guerre. Il ne portera jamais les armes parce qu'il refuse de collaborer directement au mal, parce qu'il sait que une grande partie de l'armée allemande est malheureusement engagée dans la persécution des Juifs. Alors, que nous dit Spemann, au-delà du nazisme, de la modernité ? Eh bien, ce qu'il nous dit d'abord du nazisme, c'est que son opposition au nazisme, j'ai noté la phrase, c'est « Quand j'étais enfant, j'ai vécu dans le système nazi que j'ai toujours considéré comme un système révolutionnaire, et c'est à ce titre que je l'ai détesté ». Ce qu'il voit dans le nazisme, c'est que c'est évidemment un système révolutionnaire, et donc c'est une quintessence de la modernité, enfin c'est un effet de la modernité. Et lui, en tant que philosophe, il va s'intéresser à la modernité en montrant ce qu'on sait par ailleurs, mais plutôt en donnant ses origines de manière très, très lointaine, évidemment Descartes, etc., mais en posant deux aspects, c'est que selon une vision classique, l'homme se savait destiné à l'éternel, était un être fini, et qu'il y a un moment dans l'histoire de la théologie, dans l'histoire de la philosophie, il y a un basculement où l'homme se sent fini et cherche à se conserver. Et à partir de là, il y a toute une part de la modernité théologique qui va vouloir conserver l'idée de Dieu, mais comme étant ordonnée à la conservation de l'homme. Et c'est cet aspect-là que Spemann va particulièrement travailler et particulièrement critiquer. Et alors, quelle a été son influence, son rayonnement intellectuel ? Alors, énorme influence et rayonnement dans les pays de langue germanique, parce que c'était un homme aussi qui n'hésitait pas à descendre dans l'arène politique ou dans l'arène morale, dans les grands sujets de société. Il a été très engagé dans le combat contre l'avortement, il a été très engagé dans le combat contre la bombe nucléaire, contre la tentation communiste et du pacifisme. Il avait été tenté lui-même, étant jeune, par le communisme. Si j'ai le temps, je raconte juste une anecdote. Quand il s'est rendu en Allemagne de l'Est, il a fait un test, il a mis un insigne communiste sur sa boutonnière. Et dans le train, il a vu tout de suite que toutes les conversations cessaient autour de lui et que tous les regards se figeaient. Il est sorti du compartiment dans lequel il était, il a enlevé cet insigne et est allé dans un autre compartiment. Il a remarqué que les gens, là, parlaient plus librement. Il est rentré en Allemagne de l'Ouest et il était guéri du communisme. Donc il a été aussi engagé, et très engagé de ce point de vue-là, contre le communisme. Et philosophiquement, c'est surtout tout son travail en tant que moraliste qui a profondément marqué les intelligences. Il a été aussi très engagé comme catholique pour la défense de la messe traditionnelle, pour la défense du catholicisme traditionnel. Et ces derniers temps, il était, on peut le dire, particulièrement opposé à Maurice Laetitia et à toute cette révolution qui a cours actuellement dans l'Église. Alors, que nous conseilleriez-vous de lire pour faire connaissance avec son œuvre philosophique ? Un petit livre tout d'abord qui s'appelle « Notions fondamentales de morale ». C'est issu de discussions qu'il a eues à la radio bavaroise à une époque où on pouvait encore inviter un philosophe à la radio et qu'il donne des conversations, des discussions sur la morale. C'est un livre très accessible. Et puis un livre peut-être qui donnera un panorama plus large et de son œuvre, et de sa vie, et de ses idées plus personnelles. C'est un livre d'entretien qui s'appelle « Nul ne peut servir deux maîtres », qui résume bien en fond sa vie. C'est édité chez Aura Decima. Ces entretiens que Stéphane de Petiteville a menés avec Robert Spemann, c'est absolument passionnant, à la fois sur son milieu familial, sur son opposition au nazisme, sur sa critique de la modernité, sur son regard sur l'Église. Voilà, tout est brossé. Et puis il y a sa thèse aussi de philosophie qui a été éditée en français toujours chez Aura Decima, qui s'appelle Une pensée politique. C'est sur Louis de Bonald, où il montre que Bonald, voulant s'opposer à la Révolution et voulant restaurer la société d'Ancien Régime, construit tout un système où là encore la modernité gagne encore la partie, puisque la religion, alors que Bonald était un croyant sincère, la religion sert comme facteur de stabilité sociale, mais a perdu sa véritable finalité.
Voilà, c'est 3 livres qui sont vraiment très accessibles. Il y a d'autres livres, hein. Il y a un ouvrage sur la notion de personne qui est paru au CERF. Les éditions de l'IPC ont également édité un de ces ouvrages, mais ce sont des ouvrages là beaucoup plus techniquement, beaucoup plus philosophiques et plus difficiles à aborder pour le grand public. Merci infiniment de ce témoignage et puis je crois de cet hommage à ce grand philosophe et ce grand chrétien que fut Robert Spemann. Merci beaucoup. Merci Philippe. Bonjour Bruno de Saint-Chamas. Merci de nous rejoindre. Donc vous êtes le président d'Ictus et vous venez nous présenter les nouveaux programmes, le programme Socrate et le programme Jean Housset. Mais avant cela, pouvez-vous nous présenter ce qu'est Ictus et quelle est la vocation de cet organisme? Alors Ictus, la vocation d'Ictus, c'est dans un contexte où on peut dire que les idéologies, la culture, même chez les chrétiens, a été relativement attaqué par un certain nombre de virus toxiques, eh bien, l'intuition du fondateur, Jean Housset, était qu'il fallait donner, en particulier aux catholiques, les éléments pour former un cœur droit, un jugement droit, et pour être capable d'agir. Donc la raison d'être d'Ictus, c'est former, c'est relier, mettre en relation un certain nombre de personnes pour mieux agir dans la société. Alors, ces deux nouveaux parcours, Socrate et Jean Housset, pouvez-vous d'abord nous rappeler un peu qui sont ces deux personnalités et pourquoi vous êtes mis sous leur patronage? Alors, pourquoi le patronage de Socrate et de Jean Housset? D'abord, Socrate, il est connu pour sa méthode de transmission, qu'on appelle la maïeutique, qui consiste à dire qu'en fait, dans tout homme, eh bien, la vérité se trouve bien. Et donc, qu'en faisant sortir cette vérité, en interrogeant la personne, en posant des questions, elle va pouvoir trouver elle-même, en observant la réalité, un certain nombre de choses. Et donc, le rôle du maître est plus, en posant les bonnes questions, de faire découvrir la plénitude et la beauté de la vérité. Donc, ça, c'est la méthode de Socrate. Et pour ce qui est de l'action, la référence à Jean Housset, c'est que Jean Housset s'est vraiment attaché non seulement à bien penser, mais à essayer de penser l'action elle-même pour qu'elle atteigne son but. Car très souvent, on a un objectif qui est excellent, faire mieux, faire une bonne chose, mais le moyen qu'on emploie, d'une certaine manière, il est complètement inverse de l'objectif que l'on poursuit. Donc, comment penser l'action pour qu'elle soit vraiment cohérente avec le but que l'on poursuit? C'était l'obsession de Jean Housset. Donc voilà, Socrate pour la méthode pour transmettre, et puis Jean Housset, la méthode pour agir. Alors, le parcours Socrate est intitulé « Culture européenne, humanisme et politique ». Alors, quel est l'intervenant de ce parcours et quelles en sont les étapes? Voilà, alors l'intervenant, c'est Jacques Trémollet de Villers, qui a été pendant plus de 25 ans l'animateur principal d'Ictus, que Jean Housset avait justement chargé, et c'est à lui qu'il a transmis le flambeau dans les années 80, avec Jean-Marie Schmitz, pour développer et continuer son œuvre. Et Jacques Trémollet, c'est un avocat. Oui. C'est un avocat bien connu, et qui a le talent de nous faire le talent de la conversation. Et donc, je dirais, à l'école de Socrate, ce parcours permet de découvrir avec lui, dans le cadre de conversations avec chacun des grands auteurs. Donc c'est très participatif. Alors c'est participatif, on va dire d'abord entre Jacques Trémollet et un des grands auteurs qu'il invite. Donc, première étape, il a invité Homère et il faisait découvrir l'Odyssée. Deuxième étape, il avait invité Platon et son banquet, et puis ensuite il a invité Aristote, et puis il invite Virgile, il invitera Cicéron, enfin ces grandes personnalités, jusqu'à Jeanne d'Arc. Vous savez qu'il s'est spécialisé sur Jeanne d'Arc en commentant en tant qu'avocat son procès. Et donc, comme il a ce talent, je dirais que ce parcours, c'est assez extraordinaire parce que
beaucoup de gens qui ont une très grande culture viennent et découvrent qu'en fait, ils avaient lu Aristote, Platon, etc., mais qu'ils n'en avaient pas apprécié forcément toute la saveur et ce que l'on peut en tirer pour aujourd'hui, et surtout comment le présenter, comment en parler, comment en tirer des vérités pour aujourd'hui. Jacques Trémollet aime bien dire, reprenant la phrase de Saint-Exupéry, « Que faut-il dire aux hommes ?» Il dit « Mais on le sait !» Mais on le sait depuis très longtemps. Ça fait 2500 ans que les hommes ont enrichi et ont développé ce qu'il faut dire aux hommes. Il faut le dire et le redire sans cesse. Il vaut mieux le redire correctement. Donc avec le talent d'un avocat comme Jacques Trémollet, eh bien on repart conquis, on a sa mémoire rafraîchie, on a retenu les formules et on a développé cette sympathie, ce goût pour l'œuvre de ces grands auteurs. Alors le second parcours est le parcours Jean Housset qui s'intitule « Penser l'action politique ». Et donc ma question est identique. Quel en est l'animateur et quel en est le programme ? Voilà, alors l'animateur est un jeune normalien, agrégé de philosophie, qui a rejoint Ictus, qui fait partie de cette nouvelle génération, qui redécouvre l'important d'avoir une pensée de l'action. Ils ont eu l'expérience, je dirais, des grands mouvements sociaux de ces dernières années, des mouvements sociaux actuels, et ils sont bien conscients qu'il faut avoir un regard critique, notamment sur l'action, puisque le but d'une action, c'est d'obtenir un résultat, pas simplement de manifester son mécontentement, de se réduire à une position victimaire dans laquelle on a raison et dans laquelle on cultive la gloire de n'avoir aucun résultat. Donc comment avoir des résultats, comment véritablement être efficace, c'est la passion de cette jeune génération et Romain Donadini est un bon représentant de cette génération. Et donc il suit en fait la méthode de Jean Housset, qu'il a développée notamment dans son ouvrage L'Action, également dans un ouvrage qu'il avait écrit qui s'appelle L'Enjeu, et puis tous les textes qu'il a écrits au cours des différentes périodes, notamment la période de 68, qui était une période très intéressante pour comprendre notamment le marxisme culturel et les nouvelles formes qu'il a générées, Jean Housset ayant été un des premiers à comprendre les méthodes de la subversion et comment elles décomposaient la société et comment elles allaient décomposer la personne. On peut le relire aujourd'hui, son ouvrage Marxisme et Révolution, on y découvre, on y voit qu'il était le premier à avoir eu l'intuition que le marxisme, c'était pas simplement une vision économique et que si on voulait bien comprendre Marx, il fallait comprendre cette dialectique dans l'essence même des choses qui allait aller jusqu'à déconstruire la nature humaine, ce que nous avons vu dans les 50 dernières années. Donc le parcours permet de voir de la subversion à l'action, comment s'opposer à la subversion, comment la comprendre, mais aussi comment rebâtir. Alors très concrètement, comment vous rejoindre, comment participer à ces parcours ? Alors comment participer ? Premièrement, en venant rue des Renaudes, il y a un calendrier qu'on trouve sur le site d'Ictus, www.ictus.fr. On peut s'inscrire, c'est très facile, on vient, 49 rue des Renaudes, vous verrez l'agenda à Paris, les prochaines séances. Mais nouveauté de l'année, ces séances sont accessibles aussi en vidéo, puisqu'elles sont rediffusées en direct et on peut les revoir aussi en différé, toujours en s'inscrivant sur le site Ictus. Et pour Noël, il y a un cadeau qui a été fait et donc c'est encore valable début janvier. Vous pouvez offrir à quelqu'un, si vous faites un don à Ictus, vous pouvez aussi demander à ce que quelqu'un qui ne soit pas de votre foyer fiscal, pour respecter la loi, puisse recevoir une Ictus Box pour être dans l'air du temps et donc suivre en direct ces formations, même s'il est loin. Et je pense en particulier aux étudiants qui de plus en plus sont appelés à se déplacer, qui partent pour des Erasmus et des périodes à l'étranger. Ils peuvent, grâce à cette méthode, commencer rue des Renaudes, continuer en vidéo, revenir rue des Renaudes, etc. Et donc suivre les 10 ou les 11 séances du parcours. Merci beaucoup, cher ami, de cette heureuse initiative dont nous espérons qu'elle portera beaucoup de fruits. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Bruno. À bientôt. Merci. Bonjour ma mère. Bonjour monsieur. Merci de nous rejoindre. Donc vous êtes dominicaine enseignante de la congrégation du Saint-Nom de Jésus de Fanjeaux et vous avez été la principale rédactrice d'un manuel d'initiation à l'informatique intitulé « Initiation à l'informatique » pour les classes du primaire. Alors pourquoi avoir composé ce manuel ? Qu'apporte-t-il ?
Nous avons été contraintes à nous intéresser à ce sujet de l'informatique dès 2005, quand sont apparus dans les programmes officiels des conseils ou même impositions d'utilisation des fameux TIS, qui se traduisent technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement. Donc ces TIS ont pris une place de plus en plus importante dans les programmes, et il était de plus en plus difficile de s'y soustraire, d'autant plus que nous étions soumises à des inspections académiques qui devenaient de plus en plus insistantes à ce propos. Donc il fallait informer les parents de ces programmes auxquels leurs enfants étaient censés être soumis, et leur donner quelques indications sur le moyen d'utiliser ces outils informatiques. Donc nous avions fait un premier fascicule à usage presque interne, parce que finalement il avait intéressé d'autres écoles. Et il suivait le B2I, brevet informatique et Internet, des classes primaires. Ce programme a été amplifié lors des dernières modifications de l'éducation nationale. Le fameux socle commun des compétences de 2005 est devenu socle commun des connaissances, des compétences et de culture, qui est tout un programme aussi. Alors, dans ce socle commun, 2 domaines très importants, puisqu'il s'agit des langages pour penser et communiquer, et les méthodes et outils pour apprendre. Ce sont les 2 premiers des 5 domaines que comporte ce socle commun. Et à l'intérieur de ces domaines, nous trouvons évidemment le langage informatique. Donc, ce qui fait que l'outil informatique n'est plus l'informatique n'est plus une discipline, ça devient un outil pédagogique. Donc ça passe à un degré supérieur d'imprégnation de tout l'enseignement moderne. À qui s'adresse ce livre? C'était ça votre question? Alors oui, c'est effectivement ma seconde question. Après, pourquoi avoir mis en œuvre ce manuel? À qui s'adresse-t-il? Oui, c'est ça. Donc ce livre s'adresse plus aux parents qu'aux enfants, ou aux éducateurs qu'aux enfants. Éducateur, je dis éducateur pour ne pas dire enseignant, parce que justement, dans ce domaine, on va beaucoup plus loin que l'enseignement. C'est une discipline qui n'est absolument pas anodine, puisqu'elle va toucher à la fois l'intelligence et la volonté. Donc il s'agit vraiment d'une éducation, donc je parle d'éducateurs. Donc les parents et les éducateurs sont censés, grâce à ce manuel, s'informer sur le contenu du programme et aussi apprendre quels sont les dangers que représente l'utilisation des moyens informatiques et d'Internet, dangers moraux, mais aussi dangers sur la formation de l'intelligence, dangers sur la santé des enfants, et dangers auxquels on ne prend pas toujours garde, et qui sont justement d'autant plus graves, puisque l'outil informatique va informer, au sens philosophique du terme, toute la personne. Donc c'est ce que nous voudrions particulièrement mettre en avant, pour que les personnes qui sont chargées d'enfants comprennent que l'informatique est dangereuse. Le mieux est d'y soustraire les enfants. Si on ne peut pas, il y a quelques petits conseils qui sont donnés. Alors justement, quel est le plan un petit peu détaillé et quel est le contenu de cet ouvrage? Alors le plan de cet ouvrage, en fait, suit à peu près le plan des rubriques du premier socle commun des compétences, puisque ça avait été le squelette du premier fascicule. Donc on se cale sur les programmes officiels pour la première partie. Pour la première partie, en fait, en réalité, les 8 chapitres ont des titres qui sont issus des programmes officiels. Donc les 7 premiers sont vraiment techniques, puisqu'il va y avoir les outils actuels d'information et de communication, ce sera donc un petit tour d'horizon des outils utilisés aujourd'hui, l'ordinateur personnel, l'ordinateur portable, les tablettes, les téléphones connectés, qu'on les appelle smartphones, iPhone ou d'autres noms. Ensuite, le chapitre 2, c'est l'environnement informatique, les principales technologies. Donc, ce sont les constituants d'un ordinateur, les périphériques qui peuvent y être associés et les moyens de connexion de l'ordinateur à ces périphériques. Et enfin, on fait les premiers pas en informatique. Donc, c'est un chapitre un peu plus développé. Donc on définit les gestes qui permettent une première utilisation, et ensuite on les enseigne. Le clavier, allumer l'ordinateur, utiliser le clavier, savoir utiliser un menu qui se présente, un menu déroulant ou non, pour atteindre un fichier, lancer un logiciel, lancer une application. Après,
nous allons, en chapitre 4, apprendre à créer, produire, traiter ou exploiter les données. Donc voilà, on apprend à faire un document numérique avec tous les outils, tous les moyens possibles, du texte, de l'image, du son, enfin, bon, voilà, quelque chose de très dynamique finalement. Le 5e chapitre est une première approche de la programmation. C'est le seul chapitre qui mériterait le nom d'informatique, puisque utiliser un ordinateur... Il s'agit de faire de la galette à la frangipane. C'est ça. C'est attrayant quand même. C'est la saison en plus. Exactement, il était temps que ce livre sorte. Alors donc, la programmation, c'est vraiment ça, faire de l'informatique. Utiliser un ordinateur n'est pas plus faire de l'informatique que faire de la mécanique quand on est au volant de sa voiture. Donc voilà, là c'est le chapitre, à mon avis, techniquement le plus intéressant, puisqu'il s'agit de programmer. Donc on va apprendre déjà, en cours élémentaire, cours moyen, à faire un algorithme, c'est-à-dire décomposer une action en un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire on va faire le squelette d'un programme et le fameux logiciel Scratch. Ça ne fait pas très sérieux, mais c'est le logiciel qui est conseillé par l'Éducation nationale, fortement recommandé. Ce fameux logiciel va donc reprendre un peu les principes de l'algorithme pour les transformer en blocs. Donc c'est une initiation à la programmation. Alors c'est très prématuré, à mon avis, parfaitement téméraire d'essayer de faire de la programmation dans ces classes-là, mais c'est dans le programme, donc nous l'avons traité. Ça pourrait intéresser plus les parents peut-être, je ne sais pas. Les 2 chapitres suivants, s'informer, se documenter et communiquer et échanger, là ce sont des sujets extrêmement délicats puisqu'il s'agit alors d'aller chercher une information sur Internet avec une adresse ou grâce à des moteurs de recherche. Et communiquer, échanger, c'est le courrier électronique, les réseaux sociaux, les blogs, etc. Donc, nous en profitons d'ailleurs pour donner une petite règle de savoir-vivre ou de savoir-écrire, voilà. Parce qu'il n'est jamais inutile de rappeler quelques règles de courtoisie. Alors, en particulier les conseils pour utiliser les courriels. Voilà, c'est ça, oui. Voilà, exactement. Donc, pour rester un peu humain, même dans l'utilisation de ces techniques. Je pense que là aussi, ça peut intéresser autant les parents que les enfants. Et enfin, le chapitre 8, qui porte un nom qui est tout à fait issu de ce même socle, adopter une attitude responsable. Parce que quand même, évidemment, il s'agit de ne pas faire n'importe quoi. L'Éducation nationale elle-même s'inquiète de l'usage de l'informatique pour différentes raisons. Bon, les droits d'auteur d'une part, mais aussi tout ce qui peut être danger moral immédiat, les prédateurs, etc. Donc il y a des ouvrages issus de l'Éducation nationale qui s'appellent « Sur la toile, méfie-toi des pièges ». Et donc, c'est une première approche, mais très succincte et loin d'être suffisante. Alors, nous y avons rajouté un certain nombre d'éléments sur les conséquences morales et sociales, les conséquences sur la santé. Nous avons aussi évoqué les logiciels de contrôle parental dont nous montrons qu'ils sont tout à fait inefficaces, et ceci de notoriété publique, et que donc finalement il s'agit d'éviter autant que possible les dangers que constitue cette utilisation. Le dernier mot est donné au magistère avec l'encyclique Miranda Prorsus, où le pape Pie XII parlait de radio, télévision, cinéma, mais dont les principes sont tout à fait universels. Il suffit de changer ces 3 mots par Internet, ordinateur, téléphone connecté, pour avoir un guide très sûr sur l'utilisation de ces moyens. Voilà. Donc après, il y a une petite conclusion, où nous ouvrons un petit débat, informatique, servitude ou liberté, à laquelle nous répondons en paraphrasant Bacon que l'informatique peut parfois être un bon serviteur, mais qu'elle est toujours un mauvais maître. Merci ma mère de ce mot de conclusion. Voilà, vous l'avez compris, ce manuel d'initiation à l'informatique pourra aussi rendre bien des services à des adultes, à des parents et à des grands-parents. Alors pour se le procurer, 3 solutions. Vous pouvez normalement aller voir votre libraire. Vous pouvez également passer commande en allant sur le site renaissancecatholique.org, ou alors, plus simplement, vous pouvez envoyer un chèque de 19 €, puisque le prix de ce manuel est de 15 €, plus 4 € de port. En envoyant un chèque de 19 € aux éditions Contretemps, le chèque est à libeller à l'ordre de Contretemps, au 13 avenue de la Paix, 92 130, ici les Moulineaux. Nous nous retrouvons donc le 13 janvier prochain. D'ici là, je vous souhaite un bon dimanche à tous et que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde.